Bonsoir à tout le monde. D'accord, bienvenue une fois de plus pour cette deuxième session de notre programme qui sera justement la deuxième partie du module A qu'on a commencé hier, qui sont les bases des Dart. Alors, ce soir, on va tenter de couvrir les restes qu'on n'a pas réussi à couvrir hier. Et donc, on va tenter d'être le plus rapide un peu pour que les vendredis prochains, vous commenciez le module 2 avec notre mentor. Alors, pour ce deuxième module, tout ce qu'on va apprendre, ça sera juste les détails ici sur Nextflutter. OK? On aura le cours 4, oui, 4, 3 ou 4, je pense 4. Puis on va voir le cours un instant. OK? Là, nous avons un instant. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, on va voir le cours 4 qui est les boucles. On va voir les fonctions, puis on va voir les string interpolation et on va finir avec les nuls synthétiques. Je vais tenter de voir si je peux combiner certaines choses pour trouver justement les temps qui va nous aller, s'il faut dire comme ça. Alors, sans plus tarder, on va devoir commencer notre cours notre quatrième leçon qui est les boucles. Alors, les boucles, c'est simple. Comprenez ça d'une manière simple. Les boucles, boucles comme boucles. Donc, ça veut dire, ça nous permet de répéter une instruction plusieurs fois. Vous n'avez pas à écrire une seule instruction plusieurs fois, mais vous écrivez une seule fois et lui vous permet de répéter cela. OK? C'est simplement comme ça. Donc, les boucles nous permettent de répéter des instructions. Donc, la même instruction plusieurs fois. L'exemple, comme on a commencé hier et comme j'aime toujours enseigner avec les exemples pratiques, comme dans WhatsApp, vous voyez les numéros qui sont dans votre première interface là de WhatsApp. Ce n'est pas plusieurs fois qu'on a écrit ces carrés, donc image, numéro, donc nom, numéro, le message. C'est pas qu'on a écrit ça plusieurs fois, non. Là, c'est juste une seule fois qu'on a écrit ça. Alors, pour l'afficher plusieurs fois, et c'est là où on a utilisé justement une boucle. On est d'accord? Donc, c'est exactement ça, ce que vous allez faire aussi dans vos applications dans le futur. Vous n'avez pas besoin de reprendre quelque chose. Ah, ok. Peut-être je pars même loin. Ici, cet exemple ici. Ici, vous voyez ça? On n'a pas écrit plusieurs fois ces carrés ici. Les étapes ici des next flat. Donc, ici, un point, ici, une case. Ici, un point, ici, une case. Ici, un point, ici, une case. Et cette case avec un ticket ici, un texte ici, 15 minutes ici, tout ça. On n'a pas repris ça plusieurs fois. Ici, c'est 7. On n'a pas écrit ça 7 fois. Non. On a juste écrit ça une seule fois et on a repris ça 7 fois. Et c'est ça ce que nous allons faire ce soir. Donc, on va écrire une seule fois une instruction, mais on va reprendre ça plusieurs fois avec plusieurs formes différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle les boucles. Très, très important dans la vie des développeurs parce qu'on ne va pas reprendre chaque fois quelque chose. Alors, il y a une première boucle qu'on appelle les boucles for. For pour dire pour, ok? C'est juste pour dire pour, en anglais, bien sûr. Alors, le for vous permet de faire une répétition en sachant que vous connaissez. Donc, ça veut dire, vous connaissez le nombre de fois où vous allez répéter votre boucle. Imaginez que vous connaissez que vous devez reprendre votre boucle 100 fois. Là, c'est super d'utiliser for, ok? Là, vous utilisez for et c'est très simple. Imaginez que, ok, là ça veut dire, je vais expliquer les autres détails des forts dans la pratique. Donc, fort a plusieurs détails. Il y a l'index, donc il y a la première partie qui est l'initialisation de votre condition. La deuxième partie, c'est la condition elle-même. Et la troisième partie, c'est l'incrémentation qu'on a vu justement hier. Alors, parlons de for in, qui est justement l'une des boucles qui est devenue aujourd'hui de plus intéressant pour des gens qui travaillent avec, par exemple, la Flutter. Quand vous allez travailler en Flutter, vous allez voir que For In va beaucoup plus vous aider
qui est juste fort simple comme ça. Le fort simple, c'est plus à Dart, mais le fort in vous aidera beaucoup plus quand vous allez travailler, par exemple, à Flutter. Mais bien sûr, même à Dart, vous pouvez le faire. On va appliquer tous ces exemples ici. Après le for in, c'est donc le for a trois parties, donc condition, donc initialisation, condition et incrémentation. Alors que le for in, ça te permet juste de prendre une variable que tu vas récupérer d'une liste quelconque. Donc cette liste peut être une liste de strings, de int ou de n'importe quoi, et vous reprenez juste un outil, disons un type, une variable qui représente chaque variable de cette liste. Comme vous comprenez, une liste, ça signifie que c'est déjà plusieurs choses. Et donc, quand on veut reprendre plusieurs choses, on n'a plus besoin de les parcourir. Alors là, vous allez utiliser justement le for in. OK? Ça, c'est par rapport à for in. Alors, appliquons cela directement pour qu'on puisse tenter de comprendre un peu ce qui se passe. Je vais copier ceci et je vais aller dans mon VS Code automatique directement pour appliquer cela. Alors là, on va faire for.dart. OK. Alors, ici, mettons ça là-bas. Malheureusement, on a parlé de ça hier, donc il faut toujours commencer par main. Donc, là, j'ai ma boucle for. OK? Alors, cette boucle for va nous permettre de faire quoi? La première chose qu'on a dit, c'est une initialisation. Initialiser signifie juste donner la première valeur qu'on va commencer avec. Ça peut être 0, ça peut être aussi 100. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer toujours par 0. Des fois, on a besoin de commencer à la deuxième personne ou à la troisième personne. Comme par exemple, quand tu fais un leaderboard. Je pense que certains ont vu la vidéo que j'avais montré, un jeu que je travaille dessus. Dans un leaderboard, tu as déjà la première place, la deuxième place et la troisième place. Maintenant, quand vous voulez maintenant afficher donc de la quatrième place en allant, donc ça veut dire la liste qui va continuer dès la quatrième place. Cette liste, comment vous allez le faire justement? Ce que vous allez faire ici, c'est quoi? Vous allez prendre désolé, vous allez prendre votre liste, vous allez initialiser la liste. Donc, c'est int ici, OK, les i ici, qu'on appelle justement dans une boucle l'index, OK. On parle des index, OK, d'un index, OK, quand on parle d'une boucle. C'est i ici représente un index. L'index représente la place de chaque élément d'une boucle. Donc, l'index commence habituellement à zéro dans la programmation. Donc, vous n'allez jamais trouver un jour, quand on dit une liste qui a des places, les places commencent toujours par zéro, un, 2, 3, 4 en allant. C'est comme ça que ces classes les index, ou on peut aussi appeler indice dans certains endroits. Alors, ici, comme j'ai dit, l'index ici est initialisé à zéro. Mais ce n'est pas pour autant, chaque fois, c'est toujours à zéro. J'ai donné l'exemple d'un leaderboard, c'est-à-dire les classements. Quand tu as déjà ta première place, ta deuxième place, ta troisième place, et tu as une autre liste de gens qui vont suivre, là, tu commences ton index justement à la place 3. Comprenez bien, c'est à la place 3 de l'index, mais dans la liste, ça va commencer à afficher le numéro 4. Parce que l'index commence toujours par zéro. On se comprend. En programmation, l'index commence toujours par zéro, mais la suite maintenant, c'est quoi? Donc zéro, dans la vraie vie, représente le numéro un. Parce que chez nous, dans une liste, on va coter un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais l'index va commencer de zéro, un, 2, 3. D'où l'index est toujours la taille maximale de la liste, moins un. OK? Ça, vous allez les retrouver plus vous continuez à travailler, vous allez comprendre ça. La deuxième partie ici, c'était notre condition. La condition ici, on dit c'est quoi? Qui est I, qui est l'index. Pourquoi on utilise I? Parce qu'on veut représenter index. Index s'écrit avec I. Donc ici, on peut écrire aussi index, en gros comme ça. Vous voyez, on peut aussi écrire index comme variable ici. Donc, c'est pour cela qu'on utilise I dans dans l'expression de ces affaires. Mais en vrai, on devait aussi utiliser index. Alors, pour ne pas écrire long, on utilise I. Alors, ici, on dit que l'index doit être égal à zéro et que la deuxième, donc la condition, cette condition permet à ce que la boucle ne tourne pas jusqu'à l'éternel, ça veut dire jusqu'à l'infini. Alors, la condition, comme je dis ici, ici c'est index inférieur à 5.
comme j'ai dit au début, quand tu connais combien de fois tu veux tourner dans une boucle, là, il faut utiliser for. Par exemple, là, on connaissait, par exemple, si on te dit, fais-moi une boucle qui va tourner 5 fois. Là, tu sais qu'il faut faire que l'index soit inférieur à 5. OK? Alors, ça va tourner 5 fois. Pourquoi? Même si c'est inférieur à 5, parce que quand on dit quelque chose est inférieur à 5, c'est que ça ne doit pas atteindre 5. Mais pourquoi ça va tourner 5 fois? Parce que l'index commence par 0. Si tu codes 0, 1, 2, 3, 4, ça te donne 5 éléments. On se comprend. Alors là, par exemple, si je bride, ça va me faire 0 jusqu'à 4, qui va être justement 5 éléments. Parce que 0, 1, 2, 3, 4, ça nous donne 5 éléments. Vous voyez un peu dans l'affichage. Donc, comme j'ai dit, l'index n'est pas toujours obligé de commencer à 0, ça peut aussi commencer des 1, mais quand vous commencez des 1, rassurez-vous que si vous voulez afficher 5 éléments, vous devez alors mettre que ce soit inférieur à 6, OK? Ou soit ça doit être inférieur ou égal à 5. Là, ça va afficher justement 5 éléments. Donc là, je vais encore exécuter. Vous pouvez voir que ça va commencer de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Donc, pas besoin que ça commence toujours par 0, mais commencer par 0 signifie que tu symbolises exactement ce qui s'affiche dans l'index de l'informatique. Donc, dans l'index de l'informatique, ça commence toujours par 0. Voilà. Ça, c'est la première partie de la boucle for. Peut-être il y a la boucle for que dit le for in. Donc là, il faut avoir ce qu'on appelle une liste. Et dans cette liste des éléments quelconques, donc là, on applique liste. OK? Après, à l'intérieur, je vais donner son élément int. Et là, je dis numbers. Je dis égal. Si vous n'avez pas encore une idée des listes, vous pouvez poser cette question après, mais voilà. Une liste se déclare de cette manière à Dart. Donc, on applique, on utilise le mot liste, OK? Puis, attrait, c'est des, je ne sais pas si on appelle ça quoi, crochet, machin, je ne sais pas, c'est des signes ici. Tu mets les types des éléments qui seront dans cette liste, OK? On peut aussi avoir une liste sans type, au fait. Dart te permet de faire ça. Mais dès que tu vas donner ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, automatiquement, la liste deviendra une liste de int. Il va comprendre que c'est une liste de int. Mais alors, dans ces cas, tu peux aussi mettre une liste de choses variées. En fait, ça peut être aussi des noms et des numéros. Mais bref, moi, je m'aimerais rester d'abord sur... pardon. Je vais rester sur la liste des int, donc la liste des entiers, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis, je vais faire for. Alors, quand on dit le for in, à l'intérieur ici, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une variable qui va remplacer les autres, donc chaque élément de la liste. Là, je déclare cette variable, ça va être par exemple number, ok? Ma première variable liste ici, c'est numbers, donc au pluriel, et son élément, c'est un number au singulier. Là, je dis number in numbers. C'est comme si tu parlais juste. Tu as dit qu'on prenne un nombre parmi les nombres. In, ça signifie parmi les nombres, c'est ça, non? Donc, ça veut dire, c'est comme si tu parles. La programmation, c'est super facile parce que c'est comme si tu parlais, juste en anglais, bien sûr. Alors là, tu dis for int number in numbers. Simple, simple à comprendre. Et là, ça va afficher chaque fois. Aussi, chaque number, ici, ça va te permettre d'afficher justement chaque nombre. Parce que là, tu as pris nombre dans la liste des nombres pluriels. Et donc, ça va afficher maintenant chaque élément ici. Donc, nombre qui est ici, à chaque fois que la boucle tourne, ça remplace, ça prend 1. Une fois que ça tourne, ça prend 2. Une fois que ça tourne, ça prend 3. Et voilà, quand tu vas afficher ici, ça va t'afficher justement la même chose qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on peut exécuter cela pour voir. Et là, vous verrez que ça m'a affiché, ça a affiché 2 fois parce que je n'ai pas commenté le premier. Je vais commenter le premier pour que ça ne m'affiche pas une longue liste comme ça. Alors là, j'exécute encore et vous verrez que ça m'a affiché 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 1, 2, 3, 4, 5 viennent d'où? De cette liste ici. Si j'ajoute ici 6, ça va afficher exactement la même chose qui va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyez un peu. Donc c'est exactement ça.
Donc, cette liste ici donc ce fort ici est plus simple à faire quand vous avez des listes comme ce que je vous ai montré. Par exemple, WhatsApp, il utilise pratiquement ceci. Donc, il lui prend juste des contacts dans ta liste des contacts. Et c'est tout, tu affiches les contacts. Même chose dans ton application contact, c'est la même chose. Il lui prend juste des contacts, il t'affiche contact, c'est tout. Il n'a pas besoin de chercher encore midi à 14 heures, non. Il lui prend juste ta liste de contacts. Chaque fois que tu ajoutes un nouveau contact, ok, il a une boucle forte qui change chaque fois. Il va afficher seulement plus de contacts, c'est tout. Donc, vous voyez un peu l'idée derrière les boucles. Voilà pourquoi les boucles sont très, très nécessaires dans la vie courante d'un développeur. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a la troisième boucle qui est justement le for each. Celui-ci aussi s'utilise exactement sur sur OK, ici, sur les listes. Mais regardez ici, ce qu'il doit faire, c'est quoi? C'est qu'il va prendre, genre, il va créer une autre formulation des dates pour dire, c'est comme le for in, mais ici maintenant, il a juste une autre manière d'écrire la chose. Donc, il va prendre quand on dit for each, ça veut dire pour chaque. Ça, c'est en anglais. For each fruit, ici chez nous, ça ne sera pas le fruit, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va mettre ici, on va prendre notre même liste qui était ici, des nombres ici, OK? On va revenir avec ça ici. Et là, on va dire, vous regardez maintenant, on va prendre la liste qui est là, numbers, ça c'est la liste. Et là, sur lui, on va dire for each. La première partie de cette fonction ici, c'est d'abord l'élément, OK? Donc ici, j'ai fait quoi? J'ai dit for each, je prends number. Les number ici va représenter chaque élément ici, comme on avait vu dans notre for in ici. Donc for each number, tu fais quoi? Tu prints number. C'est tout simplement ça. Vous voyez un peu l'idée? Donc l'idée, c'est la même chose ici qu'on a fait for int number in numbers, mais ici maintenant, on utilise ça sur la variable number. Donc ça veut dire sur cette liste des numbers. Ça va nous afficher la même chose ici, et donc c'est juste ça ce qu'il faut noter. Il a juste une autre manière de s'écrire. Il a besoin d'écrire dans une parenthèse l'élément. Donc ici, ces numbers ici représentent chaque élément qui est ici. Et après, dans une accolade, tu peux mettre des instructions. Comme on a vu là-bas, dans, 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 euh, dans l'exemple de Nextflat, on a dit qu'on peut prendre son index via la valeur, donc ça veut dire euh, index, donc l'index, on veut prendre l'index de chaque élément ici. Donc ça veut dire dans cette liste ici, on veut prendre l'index de chaque élément qui est là. Alors lui, on va juste venir ici. On va prendre index qui sera à int. On va prendre la liste, puis on va dire index de OK? Number. C'est juste ça. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? On dit qu'on va prendre l'index de numbers, index of numbers, sur la liste ici. Ce number ici représente chaque élément ici qu'on a pris avec la possibilité de faire for each. Alors, regardez ici maintenant ce qu'on peut afficher, par exemple, ici, affichons index, puis faisons une concaténation. On va faire ça comme ça. OK? Il n'y a pas de problème. On va voir ce que ça va donner. On va faire index. Donc, la première partie qu'on va faire ici, ça sera. euh, OK, ça ne va pas accepter comme ça. Je vais dire index. Ici, je vais afficher ça. OK, index, index. Puis, je dis tirer number ou nombre. Voilà, bon, pas nombre directement. Je vais afficher nombre, comme ça on connaît quelque chose de plus ou moins abordable. Donc ici, nombre. Vous verrez que l'index, comme j'avais dit au début, l'index a toujours été zéro en programmation. Comme on a des nombres ici, ça sera clair maintenant. Vous verrez que l'index de 1 sera zéro. L'index de 2 sera 1. C'est ça ce qu'on appelle l'index en programmation. Donc, on affiche ce qui est là et vous verrez ce que ça va donner. Vous voyez ici, ça dit index 0, nombre 1. Index 1, nombre 2. C'est ça ce que j'expliquais au début quand je disais que chaque fois, en programmation, les index commencent par 0.
même si les éléments commencent par n'importe quoi. OK? C'est exactement ça ce que vous devez comprendre. Donc, à arriver un moment, vous allez beaucoup plus vous challenger avec, vous allez comprendre ça d'une manière plus approfondie. Voilà un peu ce qui est là. Et comme je vous ai dit, on peut faire beaucoup d'exemples. Si jamais un jour on tombe avec vous là où on explique, par exemple, la création des contacts, comme je vous ai dit, WhatsApp et tout, tu utilises ça pour comprendre. Parce qu'avec ceci, par exemple, comme j'ai dit, si on ajoute seulement 7 ici, on va juste ajouter 7 dans la liste des nombres. On ne va plus rien changer ici. Donc, on ne va plus réécrire quelques codes pour afficher le septième nombre. Et facilement, mon code va afficher directement l'index 6 de 7. Et donc, c'est ça ce que les applications utilisent pour devenir robustes, pour comprendre que voilà, il y a un nouveau contact qui s'est ajouté. Sans que WhatsApp ne puisse chercher midi à 14h, il affiche déjà de nouveaux contacts exactement avec le style qu'il faut. Vous comprenez un peu l'idée derrière les boucles. Ça, c'est ce qu'on appelle les boucles for. OK? Les différents types de boucles for. Après, il y a ce qu'on appelle les boucles. Donc, les boucles for, donc je vais donner donc un résumé à la fin pour comprendre la différence entre les trois, donc les différents types de boucles ici, chez nous, à Dart, et aussi quand utiliser lesquels. OK? Alors là, par exemple, on va utiliser while et do while. OK? While. While, c'est maintenant quand on dit while, c'est jusqu'à ce que. OK? Jusqu'à ce que quelque chose puisse se passer. Alors, le while s'utilise quand tu ne connais pas encore le nombre. Assez souvent, tu ne connais pas jusqu'à quand tu vas tourner la chose, mais tu connais quand même une condition. Un exemple courant, peut-être dans la vie réelle, c'est, hum, hum, qu'est-ce que je peux dire? Je vais prendre quel exemple dans la vie réelle des applications que nous connaissons. C'est par exemple, tu veux faire une application qui va... euh, ok, disons seulement que l'application, ok, disons que c'est un jeu que tu veux créer, ok? Tu veux créer un jeu. Et le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est que quelqu'un clique sur un bouton jusqu'à ce qu'il va, disons, qu'il clique sur ce bouton tant qu'il n'a pas encore, par exemple, réussi à tuer euh, un gros dragon. Bon, je vais prendre un exemple simple, c'est que vous faites un jeu où ça va commencer à afficher les... vous voyez le jeu, il y a un jeu comme ça qui est de piano, c'est un peu comme de piano. Donc il y a les boutons qui descendent et que chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Je sais que tu puisses cliquer par exemple le bouton vert, ok? Donc ce que tu vas faire dans ton application, c'est quoi? Tu vas dire jusqu'à ce que l'utilisateur puisse cliquer le bouton vert, ne coupe pas le jeu. Donc, ça veut dire il va cliquer sur des boutons jusqu'à ce que tu puisses avoir le bouton vert. Donc, il puisse cliquer sur le bouton vert. Alors, dans ce genre de conditions, tu ne connais pas combien de boutons doivent être cliqués. Ça dépendra, par exemple, des niveaux. Si tu es des niveaux 1, on peut avoir 10 boutons. Des niveaux 2, on a déjà peut-être 20 boutons. Peut-être toi, si tu as fait que ce soit des boutons, donc le nombre de boutons peut être random, ça veut dire aléatoirement. Ce que tu vas faire là maintenant, c'est quoi? C'est que tu vas juste mettre la condition avec les while, qui est les jusqu'à ce que cette condition se réalise, qui est justement ici. Donc, ça veut dire while, entre parenthèses, condition, faites toujours ceci. Donc, while cette condition continue toujours à exécuter quelque chose. Vous voyez un peu l'idée derrière ça. Alors, while marche avec do while, qui est justement faire avant de commencer. Donc, ça veut dire, on va d'abord faire une première chose avant de passer à la condition. Alors, le do while ici te permet d'exécuter au moins une fois ta boucle avant que ça ne puisse passer à la chose. D'ailleurs, l'exemple de ce bouton-là qu'on cliquait pour le vert des jeux-là, c'est exactement ce qui va se passer même ici. Ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est que tu vas d'abord faire que l'utilisateur clique pour la première fois sur le bouton. Ça, c'est pour start les jeux. Vous voyez un peu les jeux pour que ça commence. Ces jeux-là, je pense que, bon, je ne sais pas les noms de ces jeux, mais ces jeux-là qui fait descendre les claviers de votre piano, qu'est-ce qui se passe?
Tu dois cliquer au moins pour la première fois sur ce bouton pour que le piano commence à descendre. Alors, ce qui se passe là-bas, c'est quoi? C'est do, donc ça veut dire faire, fait ceci jusqu'à ce que. C'est ça ce qu'on explique là-bas. Ça veut dire, on dit fait, donc il clique d'abord, et jusqu'à ce qu'il va cliquer le verre, que ma boucle va finir. Vous voyez cela maintenant dans un exemple direct. Ici, on va créer un nouveau fichier pour dire while, while. Ok, while va marcher avec do while, bien sûr. Ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va déclarer notre variable. Ok, on va avoir notre main. Et là, on lui dit quoi? On dit que voilà, nous aurons un. Prenons cet exemple des boutons, mais je ne sais pas si je vais faire comment. Mais bon, ok, ça sera un peu peut-être complexe pour ça. Mais disons que c'est moi qu'on a notre count euh, boutons au pluriel, ok, qui est égal à 110 boutons. Ok. Alors, la première chose, c'est quoi? On dit while bouton là, ok, c'est encore inférieur à 100, on affiche à l'utilisateur quoi? On va juste afficher clique sur le bouton. C'est ça ce qu'on veut dire. Donc, l'idée, si je vous montre, donc, je pense cet exemple, mais ça, c'est un exemple qu'on peut faire à Flutter et vous allez voir le jeu en direct, en fait. Si jamais ça tombe bien, un jour, si c'est moi qui donne la session sur ce genre de choses, je vais prendre le même exemple pour revenir sur ça. Mais ça, c'est que c'est pas ici, c'est quoi? C'est que on a déclaré ici, on a déclaré ici, nous, on a déclaré avec un nombre fixe. Mais en vrai, ça peut, dans la vraie vie, donc dans l'application Flutter, vous allez faire que ça soit par exemple par niveau. Chaque fois qu'on monte des niveaux, que le nombre de boutons change, tu vois. Mais ici, on va garder seulement ça. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? On dit ceci. While, donc ça veut dire tant que bouton là, c'est inférieur à 100, on doit toujours demander à l'utilisateur de cliquer sur le bouton, clique sur le bouton, clique sur le bouton 100 fois. Donc ici, on ne va pas écrire 100 fois clique sur le bouton, mais on va exécuter 100 fois la chose. Alors, je vais exécuter ça dans les terminales. Je ne vais pas rendre ça pour que vous puissiez aussi voir ça clairement. Ce qui se passe ici, c'est dot. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'exécute pas le machin? Hmm, ok. Est-ce qu'il faut quoi? Hier, ça avait exécuté, mais bon, je sais plus pourquoi ça n'exécute pas. Mais ici, ça va juste nous montrer que ça s'est exécuté 100 fois. Bon, attends, ok, je vais faire simple, je vais faire simple. Je vais afficher le bouton ici, ok? Le bouton qui est actuellement en train d'être tourné. Donc, simplement, on va faire, euh, malheureusement, c'est ici. Ok, ok, tant que le bouton est inférieur à 100, oh, ok. Ici, on va déclarer une deuxième variable qui est très importante parce que vous allez comprendre une chose, c'est que quand on utilise le while, ça peut tourner éternellement si cette condition ici n'est pas respectée. C'est ce que j'allais avoir comme problème ici. D'ailleurs, ça m'a sauvé aussi. Ça allait tourner cette boucle ici presque éternellement. Bon, en vrai, ça n'allait pas tourner, c'est pour ça que ça ne tournait pas ici. Quand j'ai exécuté ça, ça n'a pas passé dessus directement le premier. Quand j'ai exécuté ça, ça n'affichait rien. Pourquoi? Parce que ça n'est pas inférieur à 100, ce qui n'est pas correct. Vous voyez un peu? Donc, on va par exemple maintenant se dire, OK, la condition c'est celle-ci. On a déjà un nombre maximum de boutons. OK? Maintenant, il faut une autre variable qui va permettre que la boucle puisse être, comment on dit ça, que ça puisse s'arrêter. Cette variable, c'est maintenant chaque bouton qui va tomber. Mais on va dire maintenant ceci, que chaque bouton qui tombe là soit inférieur au bouton, donc au maximum de boutons. Je vais faire ceci, je vais déclarer ça pas comme bouton avec, je vais dire max, ok? Max bouton. Ça va être ça, ok? J'ai dit max bouton. Donc on dit ceci, que bouton qui commence à un, donc ça veut dire ça va commencer avec un bouton, que le bouton à un là, soit, donc ça puisse m'afficher, clique sur le bouton, clique sur le bouton, clique sur le bouton, tant qu'on a encore justement un bouton. Ça veut dire le bouton
et encore moins que le maximum de boutons. C'est ça ce qui va faire que le jeu puisse faire circuler les boutons éternellement, genre pas éternellement, mais jusqu'à ça. Quand vous jouez ces jeux de piano là, tu verras que le bouton va tomber jusqu'à une condition quelconque. Alors, ici maintenant, pour le while, notez une chose qui est très important pour que vous ne puissiez pas ne pas vous arrêter, c'est quoi? C'est ajouter ce qu'on appelle une incrémentation pour changer la valeur de ces boutons en question. Vous voyez un peu? Parce qu'ici, ça commence à 1. Mais s'il n'y a pas une incrémentation, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas quelque chose fait, euh, qui fait grimper ça, ça veut dire qui fait que le bouton puisse s'augmenter. Ça va afficher ça éternellement. Je vais tenter de rendre ça même si ma machine ne va pas bien. Bon, je ne vais pas tâter le diable, mais tâtons seulement le diable. Vous voyez ici ce qui se passe. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Ma machine ne fait que tourner ça. Il ne faut pas essayer ça si votre machine n'a pas la capacité. Ici, ma boucle continue toujours à tourner. Et ça consomme mon RAM et tout ce qui va avec. Donc là, j'ai coupé. Donc, ça veut dire quoi? Ça va exécuter ces clic-bouton éternellement. Alors là, ça veut dire quoi? Si tu as des jeux comme ça que tu veux que les gens ne puissent jamais réussir, tu vas faire justement ce genre de boucle. Donc là, il va cliquer, mais la condition sera par exemple quand il va échouer. Par exemple, tu vois. Mais là, maintenant, pour nous, on a besoin que ça s'arrête à 100. Pour que ça s'arrête, on va faire ce qu'on appelle une incrémentation. Ça, on a vu hier. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez revenir sur la vidéo d'hier qui est déjà sur YouTube. Alors, là maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ça va s'arrêter. Une fois qu'on va atteindre 100, automatiquement, mon application va s'arrêter. Maintenant, ici, on va afficher quoi? On va afficher que ça soit un clic sur bouton. OK? Ça va me faire quoi? Ça va me faire chaque fois ici. Clic sur bouton 1, clic sur bouton 2, parce qu'ici, il y a une incrémentation qui s'est faite. Alors, on va exécuter notre code ici. Voilà. Vous voyez que c'est venu jusqu'à clique sur le bouton 90, donc 99. OK? Exactement ce que nous cherchions. Donc, que le bouton n'atteigne pas 100. Disons que le septième bouton, c'était le bouton vert. Dès que je clique sur ça, donc le jeu est fini. Bref, c'est ça l'idée derrière la boucle while. Maintenant, on va faire la même chose pour maintenant la boucle for. OK? Maintenant, la boucle for va faire ceci. Regardez ici au début, on a affiché qu'on est ici 1. OK? Donc, ça veut dire on a commencé par exécuter boucle sur. Donc, on a d'abord cliqué sur donc, on a commencé par cliquer sur le bouton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, imaginons qu'on veut qu'il clique d'abord sur le bouton 1, comme ça va commencer notre jeu, et comme ça, on va encore cliquer sur 1, 2, 3 pour continuer. Là, maintenant, on utilise justement les do while. OK? Je vais juste copier ça, puis je vais dire do while. Ici, ça sera que le bouton soit toujours inférieur à 100. On veut toujours que ce soit la même chose. Mais on veut que quand il va cliquer seulement sur le bouton 1, là, ça veut dire qu'il va cliquer sur le premier bouton, ce n'est que là que le jeu va commencer. Maintenant, regardez, ici, on va juste afficher le bouton. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que au lieu d'avoir juste 1, 2, directement, donc 1, 2, 3 en allant, on va avoir 1, 2. Vous voyez un peu? Donc l'idée, c'est clic 1. Les 1 là, ça ne compte pas dans la condition. Et on va cliquer 2. Donc on va cliquer pour la deuxième fois encore sur 1, que le jeu va continuer maintenant 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va exécuter la même chose. Je vais laisser ça, je vais exécuter ça toujours ici. Et vous allez voir que ici, maintenant, OK, ça a affiché d'abord 100, qui est la fin. OK? Ça, c'est d'ailleurs la belle partie de la boucle. Ah, ok, ok, ok. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a... Oh, ok. J'ai un problème, j'ai eu un problème. Ok, ok. Désolé, je n'ai pas fait l'incrémentation, malheureusement. Ça s'est embrouillé. D'abord, je dois commenter ça. C'est ça ce qui m'a embrouillé. Ça, c'est la première chose. Puis ici, je dois dire max bouton. Ça, c'est la troisième chose. Chaque fois ici, je dois aussi incrémenter. OK? Disons que je fais ici. Parce que si je n'incrémente pas, le bouton ne va pas s'arrêter. Avant, ça s'est arrêté parce qu'il y avait une incrémentation ici. Cette incrémentation ici a aidé qu'on puisse afficher 100 à la fin ici. OK? Alors maintenant, ce qui va se passer ici, c'est quoi? Malheureusement, ça ne va pas afficher ce que je cherchais, que ça fasse 1, 1, non?
Mais ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est que dans ce cas ici, on va afficher le centième bouton. OK? On va afficher jusqu'à 99. On va passer cette condition. Puis on va afficher 100. OK? Dans le cas où on veut maintenant aller jusqu'au bouton vert. Alors, on va exécuter ça pour voir ce que ça va donner. Est-ce que je suis dans les bons? Oh, oh, j'ai cliqué sur le bouton exécuter ici. Bon, malheureusement. Euh, ça, ça nous a affiché jusqu'à 99. Donc, ça veut dire, ici, on a affiché le bouton 1, on a incrémenté, et chaque fois qu'on incrémente, ah, ça s'est arrêté ici. Je voulais afficher A1 pour que ça puisse s'incrémenter après. Bon. On va faire. C'est cette incrémentation ici qui ne va pas nous permettre de faire ce que je voulais vous montrer. Mais faisons. Ok, faisons simple. Faisons simple. On va prendre ça ici. Ok. On va afficher ça ici. Imaginez que ici, on avait une autre condition pour que je puisse vous montrer les deux séquences que je vais montrer là. Ici, par exemple, imaginez qu'on disait que si jamais le bouton c'est 1, donc on ne va pas cliquer d'abord sur le bouton 1, seulement on va commencer par cliquer le bouton D et en allant. OK? Donc ici maintenant, on va faire. Donc le bouton s'initialise ici à 1. Alors on dit que tant que le bouton est inférieur à 100, ça on clique jusqu'à ce que ça puisse être inférieur à 100. Mais ici, notre première chose, c'est quoi? C'est qu'on veut que ça puisse d'abord cliquer, que ça clique d'abord sur le bouton 1, OK? Et après, on peut incrémenter, puis vérifier si jamais il est inférieur à 100. Là, ça revient à la même chose. Il faut trouver notre exemple pour vous montrer comment on peut afficher un do avant, puis on va faire la condition après. Euh, Prenons, je ne trouve pas un exemple directement. Ah, ok, voilà, ça c'est un exemple alors plus clair d'ailleurs. Ici c'est plus clair, ici c'est plus clair. On veut que, si jamais, donc ici, on veut que ça puisse se cliquer, même si il n'y a pas 100 ici. Imaginez que le max bouton c'était 0. OK? L'idée c'est ça. Ça c'est l'idée qui est magnifique même chez Nextflata. Donc ici, faisons ça, faisons ça. Ici, prenons le même exemple pour que je vous montre. Ici, c'est quoi? On dit que max bouton égale à 0 et que bouton stacké. Donc ici, on dit si jamais bouton est supérieur à max bouton, qu'on ne puisse. Donc, tant que c'est ici, vous allez voir. Oh merde, pourquoi ça fait ça? Ok. Ici, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? Si jamais son bouton a déjà dépassé max bouton, donc ça veut dire quoi? Est-ce que son bouton, si jamais son bouton est inférieur à max bouton, là, on va afficher clic bouton. Mais si jamais son bouton n'est plus inférieur à max bouton, on ne va plus afficher ça. Maintenant, regardez ici ce qui va se passer. Ce qui va se passer ici, c'est quoi? Bouton, c'est 1, alors que max bouton, c'est 0. Donc, ce qui va se passer ici, c'est quoi? On ne va rien afficher ici. Pourquoi? Parce que 1 n'est pas inférieur à max bouton. Donc, automatiquement, on se dit qu'il a déjà fini les jeux, disons dans le sens où il a déjà fini les jeux. Alors, ça, je vais vous montrer ici. Sorry. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma machine prend de la lenteur? Oh, sorry. Oh. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? On veut que si jamais son bouton donc le bouton est inférieur à max bouton, on peut afficher clic sur le bouton. Comme ça, on va arriver jusqu'à 100. Mais si déjà le bouton dépasse max bouton, non, on n'affiche rien. Alors là, qu'est-ce qui va se passer si j'exécute ici? Vous verrez que dans mon terminal, il n'y aura rien qui va s'afficher malheureusement. Alors là, je clique comme ça, clique sur le bouton. Ok, bouton 1, max bouton. Ah, je n'ai pas encore save. Oh, malheureusement. Bon, ok. Je vais faire encore la même chose. Oh, oh. Vous voyez qu'il n'y a rien qui s'est passé ici. Disons, afficher quelque chose pour qu'on ne puisse pas dire qu'il n'y a rien. Je vais dire
RAS. Je vais juste afficher RAS, comme ça vous pouvez voir. Pour ne pas dire que mon application n'a pas exécuté. Je vais exécuter. Si vous voyez que ça qu'est-ce que c'est exécuté? RAS. Pourquoi? Parce que le bouton est déjà supérieur à max bouton. Maintenant, imaginez que vous voulez gérer l'utilisateur. Vous ne voulez pas juste afficher RAS directement. Parce que là, ça veut dire quoi? Votre condition ne sait même pas, il n'y a même rien qui s'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez dire quoi? Au moins qu'il puisse cliquer d'abord sur le bouton, OK? Pour qu'on puisse maintenant voir si jamais il a l'accès ou pas. Alors, regardez maintenant la différence ici, c'est quoi? On va faire la même chose. On va afficher toujours RAS à la fin. Laisse-moi afficher toujours RAS à la fin. Mais ici, dans ce cas ici, c'est qu'on va d'abord faire à cliquer sur le bouton. OK, disons seulement comme ça. À cliquer sur le bouton. Donc, l'idée, c'est quoi? On veut d'abord savoir est-ce que l'utilisateur a cliqué au moins une fois sur le bouton. C'est là qu'après qu'on peut dire quelque chose. Alors, ici maintenant, vous allez voir que ça va d'abord afficher. Oh, oh, j'ai encore cliqué sur le bouton RAN. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais afficher ça ici. Je voulais afficher ça ici. Donc, vous voyez que la première valeur, donc la première boucle ici, avait juste affiché RAS sans faire une action, alors que la deuxième boucle qui est fait d'abord ceci, puis vérifie la condition, ça fait quoi? Ça devra afficher à cliquer sur le bouton, puis à vérifier la condition. Donc, c'est la même condition qui est ici, while, c'est ici. Vous regardez les deux conditions ici. C'est la même condition. Attends, je vais diminuer ça pour que vous voyez les deux à la fois. Donc, l'idée, c'est quoi? Ici, on a toujours dit while un bouton est inférieur à max bouton. Ici, on a dit while bouton inférieur à max bouton. Mais quelle est la différence? La différence, c'est quoi? Ici, on a dit d'abord do, donc fait d'abord, puis vérifie. Alors qu'ici, on a dit vérifie d'abord. Donc, ça, c'est ça la différence entre do while et while. Donc, si jamais, par exemple, comme j'ai dit dans ces jeux-là, vous voulez que la personne ne puisse même pas accéder au jeu si jamais il a déjà dépassé, automatiquement, tu utilises while. Mais si jamais tu veux, par exemple, qu'il clique d'abord et que tu vas, quand il va cliquer, tu vas lui afficher un message, par exemple, euh, OK, le jeu veut commencer, quelque chose comme ça, ou soit le jeu a fait marcher ceci ou cela, tu vas d'abord utiliser do while. OK? Ça, c'est la manière, donc la différence entre while et do while. Donc, les deux fonctionnent juste avec une différence des l'un exécute une condition avant, donc exécute une instruction avant de poser la condition, alors que l'autre exécute directement la condition pour exécuter la suite de l'instruction. Mais les deux doivent tous avoir une incrémentation si jamais ta condition doit changer quelque part. Si ce n'est pas une incrémentation, mais quelque chose qui change la condition dans le processus, donc dans la suite des choses. Voilà un peu ce qu'on peut dire de while. Alors, il y a ce qu'on appelle le break. Le break, on a utilisé ça hier. L'idée, c'est pour breaker. Je pense que certains connaissent ce français. Break pour dire arrêter. OK? Puis continue, continue pour dire continue. C'est tout simplement ça. Alors, c'est là où on utilise beaucoup pour dans des moments où on veut faire passer une instruction quelconque. OK? Ici, par exemple, vous voyez ceci. Vous voyez, prenons cet exemple d'enfant. Ah non, on va faire. Ok, on va même prendre dans notre même exemple ici. On veut faire ceci. On veut faire que dès que ça va venir sur 3, que mon application puisse ne plus afficher quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est quoi? Tout ce qu'on va faire ici, c'est seulement créer une condition à l'intérieur de notre for each ici, qui était déjà là. Donc, tout ce qu'on veut ici, c'est quoi? C'est quoi? OK. Dès qu'on va arriver au nombre 3, qu'on arrête la boucle. On n'a plus besoin d'afficher. C'est là, par exemple, c'est quand tu veux afficher une liste des élèves, par exemple, sur un tableau, disons, dans WhatsApp. Disons seulement, prenons toujours l'exemple de WhatsApp. Tu veux afficher dans WhatsApp, mais tu ne veux pas afficher tous les contacts. Ok, tu ne veux pas utiliser, par exemple, l'utilisateur a 1000 contacts. Tu ne veux pas utiliser 1000 contacts. Tu veux juste afficher 10 contacts. Donc, dès qu'on va arriver à la 10e contact, que ta boucle arrête, même si la liste est longue, ok? Ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas juste introduire un if, ok? Un if number égale
à 3, dans ces cas, je vais break mon application. OK? Alors, il refuse dans ce sens comme ça. Je vais faire break à l'intérieur ici. Break. euh, Pourquoi break refuse? Ah, ok. Le loop ici n'accepte pas les breaks. Il ne reconnaît pas les breaks à l'intérieur des for each ici. Ça, c'est la différence avec euh, quand tu utilises des choses comme for each et tout. Ça, c'est une méthode. Donc, lui ne reconnaît pas break. On va tester chez for in pour faire la même chose. Donc ici maintenant, on est toujours dans la même logique. Ici ça refuse. Ça, c'est maintenant la limite avec la méthode for each. Ok. Il n'utilise pas certaines choses, certaines flexibilités qui donnent la boucle for. Ici, il fait quoi? Il dit number égale à 3. Il cherche à savoir est-ce que number, dès que number sera égal à 3, on va arrêter la boucle. Regardez ici, maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dès qu'on va commencer à afficher dans notre affichage, ça va faire un 2 et dès qu'on va arriver à 3, on va arrêter directement. Vous voyez un peu? Ça fait seulement un 2 et ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que on n'a plus voulu afficher la suite de la liste. Et maintenant, si on veut faire continue, continue va faire quoi? Ça va juste sauter les 3 là. Donc, ça veut dire, dès qu'on va arriver ici, dès qu'il va venir sur number égale à 3 et qu'il va trouver continue, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va plus lire la suite de l'instruction, mais il va revenir pour continuer de, hey, de 3, quelle est la suite? 4, 5, 6 et on continue. Donc, ça, c'est exactement ce qui va se passer. Ici, vous allez voir, ça va faire 1, D, 4, 5. Vous voyez un peu? Ça n'a pas affiché 3. Donc, parce que justement, les continues te permettent de continuer la liste à la chose suivante. Euh, voilà, on va pas beaucoup parler. Voilà. Sinon, il y a déjà une conclusion qui est très belle ici. Je voulais en parler, mais voilà. Nextflat aussi nous donne déjà la possibilité d'en parler. Donc, quand choisir quelle boucle, ok? Parce que c'est très important de noter ça. On choisit for quand on connaît le nombre de répétitions. OK? On avait expliqué ça. On choisit for in quand on a une liste claire, une collection. Ça peut être une liste, ça peut être un dictionnaire et tout, un map. Donc, simplement, vous avez une collection que vous voulez parcourir. Quand on utilise on utilise while si jamais on a la condition en avant. Donc, ça veut dire une condition est déjà en avant. On n'a pas besoin d'exécuter. On connaît la condition et on veut poser cette condition avant d'exécuter tout. Ça, c'est quand on utilise while. Alors qu'on utilise do while quand on veut exécuter au moins une fois quelque chose, mais après, on peut vérifier la condition. Donc, while et do while marchent ensemble, mais dans le sens où l'un remplace l'autre. Alors, voilà un peu ce que vous avez par rapport au book sur Nextflat. Il y a je pense que vous pouvez aller voir l'article que j'ai écrit sur le boucle sur le site officiel de Flat Fire Summer Cap, dans les blogs. Vous verrez qu'il y a une chose que j'en parle dans l'article, c'est ce qu'on appelle les statements, les autres à part le break. Il y a la possibilité de créer des statements, qui vous permettent de sauter selon des instructions que vous pouvez noter. Par exemple, vous voulez sauter sur un bloc spécifique quand vous avez beaucoup d'instructions. Vous pouvez aussi voir comment j'ai expliqué ça là-bas. Mais je ne vais pas en parler dans la vidéo ici, malheureusement, vu que voilà, nous sommes en train de parcourir ce qui est sur Nextplan. Donc, c'est un peu ça. Et là, j'ai fini. Je clique sur marquer comme terminé. Je vais prendre les questions. Comme ça, aujourd'hui, on va aller pour chaque cours, on va prendre des questions. Donc, si jamais vous avez maintenant des questions, vous pouvez aller avec votre question. Donc, levez la main et après, je vous donne la parole. Ok. Oui, Jubilé. Ok, merci, monsieur Georges. Et j'avais une petite préoccupation sur la partie où vous avez utilisé les forage. J'ai un peu de difficulté. Alors, for each, c'est juste ce qu'on appelle une méthode. Ça, c'est une méthode que l'équipe d'Art, si veut dire comme ça, aille à écrire pour simplifier la tâche dans certains cas, il faut dire comme ça. Quand vous avez une collection et que vous voulez parcourir cette collection,
mais sans utiliser for in, ok? For number in numbers. Ici, j'ai dit for number in numbers, mais ici, quand on dit for each, ça prend aussi number toujours ici, ok? Donc, ça veut dire pour chaque, for each, pour chaque number, fais-moi ceci, ok? Donc, ici, ça te donne aussi la possibilité, justement, on n'a même pas besoin d'avoir cette affaire ici, ne vous embrouillez pas avec ça. Mais juste pour vous dire que toutes les instructions qui seront dans, dans ce bloc ici, ça sera justement utile, ça sera utilisé par le number qui est là. Et ce number ici représente chaque fois 1, 2, 3, 4 qui est l'élément de la liste. Donc, for each, ça c'est exactement donc c'est pratiquement ce que for in fait. Alors, c'est comme ça que la plupart des fois, on utilise juste for in, parce que for each, c'est justement une méthode, mais des fois qui n'a pas certaines choses, comme vous pouvez voir, quand j'avais utilisé ici les continue, vous voyez les statements continue, ça n'arrive pas à accéder à ça dans for each. Donc, for each, c'est juste pour chaque, comme on a dit for in. OK? Est-ce que j'ai oublié? Je ne sais pas si j'ai explicité ce qu'il fallait. Ok, merci beaucoup. Tu peux faire descendre la main, comme ça je vois l'autre. Ok, Dieu veille. Dieu le veut, c'est ça. Je l'ai dit comme Dieu veille. Bon, Dieu le veut. Oui, tu as la parole. D'accord. Merci beaucoup, Georges. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Mhm. Alors, Bonsoir. moi, je voudrais me rassurer si j'ai vraiment bien compris la boucle do while. Vous avez dit Mhm, que ça commence d'abord à exécuter au moins une fois avant de mhm. vérifier la condition. Alors, ma question est celle de savoir, alors s'il s'avérait que la condition, elle est fausse, mais la boucle a exécuté au moins une fois, je ne sais pas, est-ce que ça pourrait poser problème ou c'est moi qui n'ai pas bien compris la boucle do while? Alors, c'est exactement, ok. Je disais juste, je parlais de ceci, ok? Dans les states, un instant, j'arrive, hein, ok? Il y a ce qu'on appelle les labels, ok? Cet article ici vous explique comment les labels fonctionnent et c'est très intéressant. Ici, par exemple, vous pouvez créer un, une loupe dans une loupe et vous voulez contrôler cette loupe d'une manière externe. Là, vous pouvez utiliser des choses comme ça. Donc, les articles explicitent d'autres choses un peu plus avancées qu'on ne voit pas directement dans la vraie vie directement. Alors, par rapport à ta question, euh, cher Dieu le veut, ce qui se passe, c'est quoi, hein? C'est que quand tu poses ta condition de do, why, c'est d'abord, tu dois te rassurer que tu as une chose que tu peux exécuter sans la condition. Parce que si jamais, c'est ça ce que j'ai dit, et c'est ça même ce qu'on a dit ici dans la conclusion, c'est quoi? Si jamais il y a une condition qui doit se vérifier avant que tu ne puisses exécuter même pas, genre, avant que tu n'exécutes même une seule partie de ta boucle, là, utilise while. Alors que si jamais tu veux faire quelque chose avant de vérifier la condition, alors dans ces cas, tu peux utiliser do while. OK? L'exemple, comme je disais, dans notre jeu ici des boutons, dans notre jeu de boutons, dans notre jeu de cliquer sur le bouton ici, c'est quoi? Si jamais tu voulais que la personne ne puisse, donc que son bouton ne puisse même pas fonctionner, quand il n'a pas encore, quand il n'a pas encore eu à ouvrir, comment je veux dire, quand il n'a pas encore eu à, donc ça veut dire une fois que il a déjà le bouton qui est supérieur à max bouton, tu veux même rien exécuter. Dans ces cas, tu vas utiliser while. Mais si jamais tu veux lui afficher, par exemple, un message quelconque, par exemple, ah, tu as cliqué sur le bouton, mais après, vous êtes lui dit non. Par exemple, ici, on disait ceci. Ah, ok. Ici, je vais te donner un exemple créé. Ici, disons, le niveau est fini. Voilà le message qu'on veut afficher à l'utilisateur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le while va faire quoi? Le while va faire ceci. Il va juste afficher à la personne que son niveau est fini. C'est tout simplement ça. Exécutons ça pour voir la différence. Je vais exécuter ça ici. Je vais faire dot while.dot.
Ce qui va se passer, c'est quoi? On va juste afficher à la personne quoi? Le niveau est fini. Bon, ok, il ne sait même pas pourquoi le niveau est fini, par exemple. Ou soit il ne sait même pas quand est-ce qu'il a fait, mais on lui affiche directement le niveau fini. Mais si vous aviez un message que vous vouliez dire à l'utilisateur avant, ok? Et notre message dans notre cas ici, c'est juste, bon, ok, on a pris juste du n'importe quoi en fait. Mais en vrai, vous pouvez avoir un message plus normal. Ici, c'est quoi? On veut lui dire, par exemple, d'abord, on veut d'abord lui dire quelque chose. Donc, on lui a dit ceci. Tu as cliqué sur le bouton, mais le niveau est fini. Tu vois un peu? Donc là, ici, on a toujours la même chose, le niveau est toujours fini. Mais d'abord, on a cherché à savoir, est-ce qu'il a fait quelque chose? Ah, il a cliqué sur le bouton. On lui a dit non, tu as cliqué sur le bouton, mais le niveau est fini. Tu vois la différence? Donc, la différence, c'est moi là. La différence, c'est juste quand tu es en train de faire la première partie, c'est quoi? Tu ne vas même pas vérifier quelque chose. Tu ne vas même pas entrer dans la boucle. Tu vas directement passer à la condition. Ça, c'est par rapport à ça. Mais de l'autre côté, c'est que tu vas d'abord afficher un message, puis tu vas vérifier la condition. Donc, le choix des boucles reste toujours dans la main des développeurs. On se comprend. Est-ce que ça va, Dieu le veut? Dieu le veut. Je pense que tu as... Merci beaucoup. Dans ce cas, il faut vraiment être prudent avec les while et les do while pour ne les pas do faire while. n'importe quoi. Exactement. Les choix des boucles, le tout au fait, tous les quatre, tous les quatre types ici, c'est très important de savoir quand est-ce que tu les choisis. Et ça, c'est vraiment la partie algorithmique qu'on étudie. Donc, comme j'ai dit, l'effort, c'est quand on sait les nombres qu'on va afficher et tout ce qui va avec. Et dans vos applications réelles maintenant, vous verrez que la plupart des fois, on utilise justement les groupes de for in, ok? Les for in là. Parce que, par exemple, on se dit, voilà, on a déjà 100 utilisateurs. On utilise for in. Donc, on prend chaque utilisateur dans for in. Mais maintenant, quand on veut break la chose, on va utiliser break. Ça veut dire on veut utiliser, par exemple, on va chercher seulement 10 utilisateurs. Là, on va utiliser le break pour breaker ça. Donc, merci beaucoup, Dieu le veut. Je pense qu'avec ça, on a fini la première partie de ce cours de ce soir. Alors, on va continuer dans la